Il est 14h, non, il est 15h34, nous sommes en direct, merci de passer votre après-midi sur Radio J. On va ouvrir maintenant notre rendez-vous littéraire du jeudi. Bonjour Shlomo Malka. Bonjour Steve. On vous retrouve pour Pont Neuf. Shlomo, vous recevez aujourd'hui l'historien Éric Roussel. Absolument, Éric Roussel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation de Pont-Neuf pour parler de votre livre « C'était le monde d'avant ». Carnet d'un biographe qui paraît aux éditions de l'Observatoire. Alors, vous vous intitulez vous-même le biographe des présidents. Non. On me décrit comme le biographe des présidents et je réagis contre ce cliché. D'accord. C'est vrai que vous êtes toujours sollicité. Ça n'est pas vous. Même le premier sur Pompidou. Non. Pompidou, j'ai été sollicité. Ensuite, Monet, j'ai été sollicité. De Gaulle, j'ai été sollicité. Non, celui que j'ai voulu faire, c'est Mendes France. Ça, j'ai pas été sollicité. C'est moi qui l'ai proposé, oui. Et puis les autres, ça a toujours été Giscard, ça a été un retardement puisque ça m'avait été proposé en 86 et je l'ai fait 30 ans après. Alors commençons, puisque vous avez commencé par Pierre Mendès France, on aurait pu commencer par le début, c'est-à-dire De Gaulle, mais enfin... Alors, allons-y pour De Gaulle. De Gaulle, vous en faites le symbole, c'est le titre du chapitre, une figure de légende. Vous aviez consacré d'ailleurs plusieurs essais à De Gaulle. Plus que des essais, enfin, j'ai fait une biographie qui est une des biographies de référence que Gallimard m'avait demandé il y a maintenant 20 ans, qui est un livre qui fait 1000... D'ailleurs, je crois que j'étais venu en parler Absolument. l'année dernière. C'est un livre qui fait 1400 pages, je crois, en édition de poche, et qui a la particularité d'être, je crois, le premier livre consacré à De Gaulle, fondé non plus sur des rumeurs, des on-dit, des témoignages, mais sur des archives, puisque j'ai pu travailler, je crois que j'ai été le premier à pouvoir travailler sur des archives, à la fois en France et à l'étranger, tout simplement parce qu'elles s'ouvraient en vertu de la règle qui permet qu'au bout d'un certain temps, que les archives soient accessibles. Alors ça m'avait conduit à beaucoup voyager. Je suis allé aux États-Unis, en Angleterre, bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps en Angleterre, en Russie, en Israël même, parce que j'avais vu les archives israéliennes, voilà, ce qui n'est peut-être pas très courant. Et... On dit d'ailleurs qu'une des secrétaires du général de Gaulle est allée vivre plus tard en Israël. Ah là, vous m'apprenez quelque chose. Ah oui. Eh ben, écoutez, je l'ai appris moi-même, mais comme elle est morte aujourd'hui, on peut plus retrouver. Mais il y a eu des articles dans la presse israélienne à l'époque où il était à Londres. Hein. À l'époque où il était à Londres. Absolument. Oui. Alors. C'est un portrait en majesté, comme il convient, de Gaulle, et celui de Pompidou est plus ambivalent. Vous dites d'ailleurs que il était un peu... On avait du mal à concilier le Pompidou de Montboudif et celui de Saint-Tropez. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, j'étais, si vous voulez, quand j'étais jeune, j'étais vraiment très, très gaulliste. J'étais adhérent des jeunesses gaullistes, comme ça s'appelle, je crois que ça existe toujours, l'UJP, l'Union des Jeunes pour le Progrès. Et j'étais vraiment, donc, un gaulliste plutôt de gauche, un peu gaulliste de gauche. Et Pompidou, pour nous, c'était un peu figure d'usurpateur, si vous voulez. Et puis, le hasard a fait que j'ai consacré une thèse de droit constitutionnel, puisque c'était à l'origine, je voulais m'orienter vers l'enseignement du droit public. J'ai consacré donc une thèse de droit constitutionnel au mandat de Georges Pompidou. Et finalement, je suis devenu journaliste, ma carrière a dévié. Et un jour, un éditeur, par le plus grand des hasards, m'a téléphoné pour autre chose et m'a proposé d'écrire une biographie de Pompidou. Donc j'avais déjà fait un certain travail, si vous voulez, de soubassement, si j'ose dire, avec cette thèse de droit qui m'avait permis de rencontrer beaucoup de gens. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et alors là, à partir du moment où je me suis consacré à ce travail, mon regard sur Pompidou a évolué, ça c'est vrai.
c'est un personnage pour lequel j'ai je sais pas, vous parlez de regard ambivalent, oui, peut-être. C'est peut-être, si vous voulez... Ce qui était complexe en même temps. Il était complexe. Le féru de poésie. Oui. Non, c'est un homme qui est pétri de contradictions, qu'il faut pas chercher. Qui a les pieds bien ancrés dans sa terre, enfin, très provincial, et en même temps, l'amour de l'art moderne, etc. Voilà. Tout ça était ambivalent, quand même. C'est un personnage qui a des contradictions qu'on ne peut pas résoudre. Et je crois qu'il ne les avait pas complètement résolues lui-même. C'est ça qui fait sa complexité et son intérêt. Oui, c'est un personnage très, comment dire, atypique, au fond, qui est au fond une figure de transition, à mon avis, entre la Troisième République, parce qu'il a des traits des hommes politiques de la Troisième République, si on songe à des gens comme Édouard Herriot, par exemple, qui était un grand lettré aussi, normalien comme lui, était moins attiré par la modernité. Enfin, et donc il est une figure un peu de transition entre la Troisième République, dont il est issu, et puis la Cinquième République, puisque au fond, c'est la rencontre avec De Gaulle qui va être son chemin de Damas. C'est ça il a d'ailleurs cette expression dans les écrits inédits que j'ai publiés avec son fils. Il me semble qu'il a cette expression, en parlant de Gaulle, il dit « il m'a révélé à moi-même ». C'est ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Pompidou était à la recherche de quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer, et au fond qui s'appelait De Gaulle, quoi. Alors, on parle évidemment, parce que c'est votre chouchou, si j'ose dire, Pierre Mendès France, bien que sa présidence a été très, très courte, mais très intense. Et vous êtes devenu d'ailleurs président de l'Institut Pierre Mendès France. On découvre que vous avez passé le relais à André Azoulay. Pour vous, c'est la figure suprême, Pierre Mendès France. Vous révélez, et quand même, parce qu'on découvre aussi, je vous l'ai dit, dans ce livre, la biographie du biographe, oui. On découvre votre propre parcours, et vous révélez que votre arrière-grand-père était déjà maire de Louviers. Oui, il était maire de Louviers avant Pierre Mendès France. Mais je n'en savais pas plus, d'ailleurs. Je savais même pas qu'il avait été maire deux fois de suite. Et voilà, donc il y avait un lien. Et quand j'ai rencontré Pierre Mendès France 2 fois, et la dernière fois, si je puis dire, c'était 48, il se trouve, c'est le hasard, 48 heures. J'ai été son avant-dernier visiteur. J'ai vu 48 heures avant sa mort. Et je comptais bien lui parler de cet ancêtre et puis le temps a passé, il était obligé, il avait un rendez-vous. Sur le pas de la porte, je me suis dit, je ne vais pas l'embêter avec ça, ça sera pour la 3e fois. Puis il est mort 48 heures après, donc je n'ai découvert leur relation que dans les archives beaucoup plus tard. Et vous avez probablement raconté cela à Michel, le fils, qui habitait Louviers. Voilà. Oui, enfin en partie, oui, qui avait une maison, oui. Il avait repris la maison de son père. Alors, Giscard, là vous avez une formule intéressante, de lui, oui. C'est lui qui dit de lui-même, je suis trop grand et j'ai un nom trop long. Oui. C'est comme ça qu'il se voyait. C'est l'expression qu'il a eue, oui. Il m'a dit, mon problème, c'est que c'était une plaisanterie, un peu. Il a dit, mon problème, c'est que je suis comme vous trop grand et j'ai un nom trop long. Oui. Vous pouvez pas, le nom, il en avait hérité, si on peut dire, il en avait hérité de son père. On a un peu fait une fixation sur lui, avec cette histoire de nom qui a été ajoutée, en vertu par le Conseil. Il faut replacer aussi les choses dans leur contexte. Il n'était pas le seul. Par exemple, Couve de Murville, il s'appelait Couve, tout simplement. Et puis, il était dans le même cas. Après la Première Guerre mondiale, en réalité, il y a eu pas mal de familles, disons, bourgeoises, qui, pour relever des noms qui tombaient en désuétude, parce qu'il n'y avait plus d'héritiers à cause des victimes de la guerre, sont allés dans le Conseil d'État en reprenant de vieux noms. Bon, ça a été le cas du père de Giscard. Et alors évidemment, Giscard, ça lui était difficile de retrancher quand même le nom que son père avait ajouté. Donc il a vécu comme ça. Enfin bon, oui, il y a cette formule effectivement que je rapporte. Vous avez travaillé aussi un moment sur Jean-Marie Le Pen,
que vous intitulez ce chapitre Le Menhir. J'ai pas écrit une biographie de Le Pen. Il se trouve que je crois que je le raconte, après la publication de mon livre sur Pompidou en 84, il y avait presque 40 ans, mon éditeur, qui était Jean-Claude Lattès, et Nicole, sa femme, m'ont dit Le Pen vient d'obtenir un succès tout à fait inattendu aux élections européennes. Il faut absolument se pencher sur son cas, et c'est comme ça que c'est devenu le cas Le Pen, d'ailleurs, ce livre. Et j'en étais un peu étonné parce que je m'étais absolument pas intéressé à Le Pen précédemment. D'ailleurs, il avait un score très très faible dans les. Je crois que contre Giscard, il a fait à peine 5%. Bon, donc j'avais tout à. Vous racontez une scène d'ailleurs intéressante où il paraît plus émotif qu'il n'est. Il était pratiquement au bord des larmes parce que sa femme venait de le quitter. Oui, c'est ça qui m'avait frappé. Et peut-être un peu rassuré, si vous voulez, parce que je voyais... le hasard a fait que je l'ai rencontré pour écrire ce livre peu de temps après que sa femme l'ait quitté, c'est public, maintenant d'ailleurs il l'a raconté dans ses mémoires, pour partir avec son biographe, qu'il avait accueilli sous son toit. C'était imprudence. Et il se trouve que j'avais appris, par des indiscrétions quelques jours avant sa situation... Donc, moi, je n'avais pas de raison de l'évoquer. Et puis, c'est lui-même qui, tout d'un coup, qui me dit... Il vous dit, le plus beau, c'est qu'il était amoureux de moi. Oui, c'est-à-dire, à un moment, il était tellement désemparé, c'est ce il se confie à moi, il me dit, j'étais tellement désemparé que je téléphone à la femme de ce monsieur pour essayer de savoir un peu ce qui se passe, et elle lui dit, monsieur, mon mari, en réalité, est amoureux de vous, c'est pour ça qu'il est parti avec votre femme. J'étais sidéré qu'il puisse raconter ça, mais en même temps, je me suis dit que quelqu'un qui serait vraiment très sérieux, ne commettrait peut-être pas cette imprudence. Donc, c'était ambivalent. Alors, vous parlez du monde d'après dans un dernier chapitre et vous faites référence à deux auteurs. D'une part, Michel Houellebecq, dont vous dites que ce qu'il écrit raconte pas mal sur l'évolution de notre époque, et d'autre part le dernier livre de Jérôme Fourquet sur l'archipel français. Oui. L'archipel français, et vous dites d'ailleurs la France d'hier est toujours vivante, mais elle est désarçonnée de constater chaque jour davantage que ce qu'elle représente n'a plus forcément vocation à s'imposer comme modèle. C'est ce phénomène qu'a éclairé lumineusement le livre de Jérôme Fourquet, L'archipel français. Oui, c'est un livre formidable, le livre de Jérôme Fourquet, et qui montre que la France a totalement changé depuis le moment où j'ai commencé ce métier. Et puis aujourd'hui, la France de Gaulle, c'était quand même un pays unitaire qui avait connu déjà le traumatisme d'abord de la défaite quand même, de la défaite de 40, la plus grande défaite de son histoire, c'était déjà pas mal. Il vient la décolonisation, et maintenant, eh bien, il y a ce problème de l'immigration, il faut bien dire, et de tous les problèmes que ça pose, avec le communautarisme qui s'installe, et c'est ce que montre très bien Jérôme Fourquet. Il montre ça lumineusement, notamment avec l'évolution des prénoms. Et puis alors, il y a un phénomène aussi capital, c'est au fond la quasi-disparition de la matrice catholique. Le catholicisme qui était quand même des fondements de l'identité française, aujourd'hui est devenu un catholicisme au fond plus identitaire, et qui se pense lui-même d'ailleurs comme de plus en plus comme pas comme une sous-catégorie, mais enfin une composante de la célèbre formule « la France fille aînée de l'Église », aujourd'hui, évidemment, c'est un mythe. Donc ça induit un changement considérable, et ça explique... La France n'était déjà pas traditionnellement un pays facile à gouverner, parce que les Français, tout le monde l'a remarqué, ont hérité des Gaulois le goût des querelles.
Mais le goût des querelles est resté, en plus, la France s'est émiettée. Et ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est de trouver un langage commun entre toutes ces communautés. C'est ce que montre très bien Fouquet. C'est ce qui explique d'ailleurs les difficultés des hommes politiques aujourd'hui à avoir un discours cohérent, parce qu'ils sont obligés, au fond, c'est très frappant d'avoir un discours un peu alternatif. Tous les jours, ils changent un peu parce qu'ils s'adressent à telle ou telle partie de leur électorat. C'est un phénomène qu'on souligne et qu'on n'explique pas assez. Dans un certain sens, on peut dire que les hommes politiques d'aujourd'hui ont une tâche plus difficile que De Gaulle, parce que De Gaulle avait quand même affaire à un pays qui était uni, et où il y avait tout de même encore de fortes croyances. Le patriotisme aussi était quand même plus marqué. Aujourd'hui, tout ça et puis il y a un individualisme aussi qui s'est installé et qui complique évidemment les choses. Ce sont les dernières pages du livre, mais vous citez le philosophe Isaiah Berlin, dont vous dites qu'il est trop peu lu en France. Je signale d'ailleurs qu'il a une rue, Isaiah Berlin, à Jérusalem. Ah oui. Et alors vous dites... C'est un très grand philosophe, c'est quelqu'un dont les écrits sont passionnants, et c'est le Raymond Aron britannique. C'est le Raymond Aron britannique. Oui. En quoi il vous éclaire aujourd'hui, puisque... Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est tout ce qu'il a écrit. Il a écrit beaucoup de choses. Il s'est intéressé à beaucoup. Moi, je n'ai pas lu toute son œuvre, mais j'ai lu un certain nombre de livres. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est sa réflexion sur le nationalisme. Il explique très bien qu'à chaque fois qu'on a voulu, dans l'histoire, en quelque sorte, réduire par une sorte de contrainte, les particularismes, ça avait toujours mal tourné. Il donne des exemples très probants, par exemple ce qui s'est passé en Allemagne avec Frédéric II, avec la culture des Lumières qui était un peu imposée à l'Allemagne et qui a favorisé les mouvements extrêmes que l'on a connus après. La même chose en Russie, avec les mouvements slavophiles, qui sont nés aussi de la brutalité, au fond, avec laquelle, il explique très bien, avec laquelle aussi l'idéologie des Lumières a pu être imposée par des gens comme Pierre le Grand. Et donc, j'ai trouvé que c'était une réflexion très intéressante et qui s'applique, à mon avis, à la situation de l'Europe et singulièrement de la France. À mon avis, c'est une grande erreur. Moi, je le cache pas, dans ce livre, je suis très européen, mais je pense qu'on fait une erreur en voulant réduire trop les identités nationales. Je pense que il faut essayer de les respecter et qu'il y ait une sorte d'alchimie qui se produise et qu'elle puisse contribuer toute à une sorte de sentiment européen. Enfin, tout ça est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais je pense qu'on fait une grande erreur en voulant, bille en tête, s'attaquer à tout ce qui fait la spécificité d'une nation et qui est souvent profondément ancrée. Et ça, Isaiah Berlin le montre de façon lumineuse, ça produit toujours des effets négatifs. Alors, on va parler de présidents plus proches de nous avec vous, mais auparavant, Steve a envie de vous poser une question. Éric Roussel, échanger ou pas avec son sujet pour écrire, qu'est-ce que ça change pour un biographe ? Ça m'est arrivé qu'une fois. Avec Valéry Giscard d'Estaing. Oui, enfin, Sarkozy et Le Pen, c'était pas la même chose. C'était des livres sur des aspects particuliers. Oui, Giscard, vraiment, je l'ai vu peut-être 20 fois, au moins professionnellement, et beaucoup plus encore autrement. D'abord, c'est quand même passionnant, parce que ça m'a quand même donné l'occasion. J'ai écrit ce livre, il est sorti il y a 3 ans, oui, c'était en 2018, fin 2018, et je l'ai commencé fin 2015, donc il avait 90 ans. Il était encore très très bien intellectuellement, d'ailleurs il est resté jusqu'au bout, et il avait du temps, donc il avait du temps à le consacrer. Et puis il parlait quand même beaucoup plus librement, et avec souvent une certaine distance vis-à-vis de lui-même. Vous avez fait allusion à sa formule, j'ai un nom trop long, je suis trop grand, etc. Et on dit souvent que
qu'il avait jamais accepté sa défaite de 81. Et il avait quand même analysé ce qui s'était passé. Je crois que il y avait le comportement de Chirac, je sais pas, on en reparlera peut-être, qu'il l'avait évidemment tout à fait heurté. Mais il avait compris quand même qu'il avait fait des erreurs, notamment dans sa façon de traiter cette affaire des diamants, qu'il avait nié complètement. Enfin, c'est une affaire absurde. Mais au lieu de la... J'oppose le démenti le plus, et j'ajoute méprisant. Oui, oui, mais je me souviens très bien de la formule qu'il avait eue. Il m'avait dit, j'ai fait une erreur de communication basique. Oui. C'était son expression. Mais cette parole relativise les archives écrites sur lesquelles vous travaillez. Cette histoire des diamants, elle est absurde. Ça ne repose sur rien. De manière générale. Oui, c'est une sorte de monde. Non, tous les gens raisonnables. C'est si vrai d'ailleurs qu'il y a une double page de Raphaël Baquet dans Le Monde il y a 3-4 ans, où elle explique le jour où le Monde a voulu se faire la peau de Giscard. Et c'est une histoire qui a été montée en épingle, si on peut dire, oui, sur la base de ces petits brillants qui ont été... Et le Giscard a très maltraité cette affaire, qui, au lieu de l'affronter directement, il a pris un air supérieur, et évidemment, ça s'est très mal passé. Éric Roussel, comment se fait-il que vous n'ayez jamais été tenté ni par Sarkozy vraiment, ni par Hollande, ni par Macron? Sarkozy, Sarkozy, je l'ai assez bien connu. J'ai fait un livre sur qui est un peu passé inaperçu, parce qu'il est sorti le jour où Sarkozy a publié ses propres mémoires. Ça, c'était pas prévu. Donc, j'étais un peu éclipsé par le livre qu'il a publié. Sérieux concurrent. Bon, voilà. Mais encore une fois, c'est pas une biographie. Hollande, écoutez, je l'ai rencontré, non, j'ai rien contre lui, mais enfin, je me vois pas faire un livre sur... voilà, il y a des personnages qui... Moi, si vous voulez, j'ai essayé, c'est ce que j'explique au début, on m'a collé cette étiquette, le biographe des présidents, parce qu'on aime bien mettre des étiquettes commodes sur les gens. Moi, je me vois pas comme ça. J'ai essayé, plus ou moins consciemment, de traiter des personnages qui, chacun à leur façon, ont contribué à gérer, au fond, les métamorphoses de la France après la défaite de 40 et puis tout ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la décolonisation, les débuts de la construction européenne. C'est un changement. Alors, il y a Monnet aussi. Je me suis beaucoup intéressé à Jean Monnet. Oui, bien sûr. Voilà. Vous qui vous situez finalement, qui avez côtoyé les plus grands parmi les candidats aujourd'hui, est-ce qu'il vous paraît que... quel est le candidat parmi tous ceux qui se présentent? Je vois votre sourire. Vous me voyez venir. Je ne dis pas, moi, je ne dis jamais pour qui je vote. Non, mais je dis pas ça. Non. Qui, à vos yeux, a une véritable stature d'homme d'État? 3 minutes. Je pense qu'il y en a un. Oui, je pense que le président actuel a quand même une stature qui n'est pas négligeable. Oui, ça, je crois qu'on ne peut pas le nier. Bon, il suscite une haine qui, quelqueusement, il la provoque peut-être un peu avec des formules qui sont percutantes. Voilà. Donc l'actualité nous l'a montré. Mais enfin, on peut déjà le simple fait d'avoir été élu à son âge et dans des circonstances, pour le moins étonnantes, c'est déjà quand même l'indice d'un talent tout à fait évident. Bon, après ça, il est certain qu'il n'a pas eu, il a eu un peu le même problème que Giscard, c'est-à-dire il a vu pleuvoir sur lui toutes les difficultés, même encore plus, avec cette crise du Covid, les gilets jaunes, etc. Donc ça. Mais est-ce que l'histoire n'est peut-être pas terminée pour lui? Si vous deviez le croquer, quel est le titre que vous choisiriez? Je ne sais pas, parce que j'ai pas encore fait le personnage n'est pas encore complètement achevé. Je pense que s'il est réélu, le personnage se révélera plus. Je pense que il est certain qu'en raison de son âge, en raison du fait qu'il a été élu dans des circonstances très particulières, son personnage n'est pas complètement fixé, si vous voulez. Mais vous lui reconnaissez une stature d'homme d'État?
Je pense, oui. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Écoutez, il y en a certainement d'autres. Il y a peut-être des femmes, oui. Enfin, une femme, bon, oui. D'accord. Oui, non, il y a des gens certainement de bon niveau. Mais je pense quand même qu'il a et notamment vu de l'étranger. Je pense que vu de l'étranger, c'est quand même quelqu'un qui a, quand on le compare à tous ceux qui ont géré les pays étrangers, bon, c'est pas la peine n'insistons pas, mais enfin, je pense que c'est plutôt à son avantage. Éric Roussel de l'Institut, merci.